Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de construction de portefeuille. Donc, quand vous investissez dans des actions, vous passez beaucoup de temps à analyser vraiment dans le détail, action par action. Mais régulièrement, il est important de prendre du recul et de regarder de façon globale comment se répartit votre portefeuille, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle classe d'actifs et comment est-ce que ça se répartit un petit peu entre ces différentes classes d'actifs. Donc ça me paraît important de faire cet exercice-là de manière périodique. Donc globalement, à l'intérieur de portefeuille, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Moi, dans mon cas, j'ai principalement des actions, des devises et aussi un petit peu d'autres instruments qu'on peut appeler des instruments de couverture, notamment de l'or et des actions qui sont liées à l'or et à la production de l'or. Un des principaux objectifs de la construction de portefeuille, c'est de limiter votre risque et surtout de limiter les baisses trop fortes de votre portefeuille parce que quand vous avez des baisses qui sont très très fortes dans le portefeuille, ça peut vous amener à faire des erreurs dans vos prises de décision. Donc il vaut mieux essayer de limiter ces baisses très fortes. Et donc les options qui sont à votre disposition, c'est quoi? Il y en a globalement seulement trois. Vous pouvez faire de la diversification, donc choisir des secteurs d'activité, des zones géographiques qui sont suffisamment diversifiées les unes des autres. Deuxièmement, vous pouvez utiliser des instruments de couverture, comme je le disais, c'est-à-dire essayer d'investir dans des actifs qui vont avoir tendance à s'apprécier lorsque le reste du marché est très tendu et lorsqu'il y a un crack boursier, par exemple. L'or, c'est un exemple d'instrument de couverture. Et enfin, le dernier outil que vous avez, c'est tout simplement d'investir avec une marge de sécurité, c'est-à-dire uniquement dans des produits, en l'occurrence des actions, on va en parler ici, dont le cours de bourse est significativement inférieur à la valeur intrinsèque de ces actions. Un élément particulier qui va avoir une incidence importante dans justement la construction de portefeuille, c'est votre monnaie de référence. La monnaie de référence, c'est la monnaie dans laquelle vous allez chercher à maximiser la valeur de votre portefeuille. Donc ça, c'est un concept dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo un peu plus en détail. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo, il va s'afficher en haut à droite de l'écran et vous le trouverez également en description. Le principe, c'est que quand vous avez une monnaie de référence, il faut toujours faire attention à vos investissements qui ne sont pas dans cette monnaie-là, puisque ça vous crée un risque de change. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à gérer, notamment, c'est mon avis, si vous avez comme monnaie de référence l'euro, la monnaie unique européenne, tout simplement parce que, à mon avis, c'est pas une monnaie qui sur le long terme c'est très, très solide, en tout cas tel que je l'analyse. Et donc, à mon avis, il faut, notamment pour vos parties devises, aller plutôt sur d'autres monnaies. Donc je donne plus de détails dans cet article que j'ai publié sur Substack. Mais voilà, l'euro ne me paraît pas une devise pertinente. Et donc, dans ces cas-là, il faut avoir une bonne diversification entre monnaies au sein de votre panier de devises. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait essayer de limiter les baisses très fortes de votre portefeuille. Donc le terme qu'on utilise en anglais, c'est drawdown. Donc là, vous avez une explication de ce terme drawdown. Donc c'est en fait la variation que vous allez observer entre le point haut que vous avez ici et le point bas qui va suivre ici. Donc là, c'est exprimé en pourcentage par rapport à la valeur au point haut. Donc la problématique, c'est que quand vous êtes dans une situation comme ça et que vous avez une baisse très forte en pourcentage, eh bien dans cette zone-là, vous, face à ces variations très fortes, vous risquez, d'un point de vue psychologique, de vous retrouver dans une situation où vous allez faire des erreurs d'arbitrage. Ici, peut-être vous allez vendre des actions alors qu'elles vont rebondir très fort juste après. Donc c'est vraiment pas des situations facile à gérer. Et donc, il vaut mieux essayer de construire son portefeuille pour ne pas se retrouver dans des situations où les drawdowns vont être aussi élevés. Si on regarde maintenant les classes d'actifs à l'intérieur de votre portefeuille,
celle qui est censée générer la plus grosse partie de la plus-value, eh bien, ce sont les actions que vous allez avoir dans votre portefeuille. Donc là, pour pouvoir diversifier, eh bien, deux méthodes. D'abord, il faut aller chercher de la diversification géographique. Moi, c'est pour ça personnellement que je considère qu'il vaut mieux aller chercher sur des places boursières un peu partout dans le monde de belles sociétés et pas juste se limiter à l'Europe et aux États-Unis. Il faut essayer de voir un peu plus large. Et deuxièmement, la deuxième chose à faire, c'est une diversification entre secteurs d'activité. Donc là, justement, pour l'exemple, je vous ai donné eh bien, la liste des 11 principaux secteurs d'activité que vous pouvez retrouver au sein des actions. Et là, ils sont classés donc, en fonction des couleurs que vous voyez. Donc, les deux premières, c'est des catégories défensives. On a la santé, la consommation courante. Ensuite, des secteurs qui vont être pas trop cycliques, donc pas trop sensibles aux variations de l'activité économique, télécommunications, les services d'utilité publique et l'immobilier. Et enfin, on a tout le reste qui sont des secteurs cycliques et donc qui, eux, vont être beaucoup plus sensibles à l'activité économique, aux récessions potentielles qu'on peut avoir. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de diversifier son portefeuille entre ces différents secteurs, voilà, pour avoir un certain équilibre, puisque vous imaginez bien que certains secteurs, eh bien, lorsque certains secteurs vont très bien performer, d'autres vont performer un peu moins bien. Donc au final, ça va permettre d'équilibrer un petit peu la performance, la rentabilité de votre portefeuille. Alors il ne faut pas chercher absolument à avoir une diversification en permanence entre ces 11 secteurs d'activité. Encore une fois, l'élément principal, c'est la marge de sécurité, c'est-à-dire le prix que vous allez pouvoir obtenir quand vous investissez. Il faut que ce prix soit inférieur significativement à la valeur intrinsèque de l'action. Mais après, c'est vrai qu'en plus, il faut essayer d'avoir un petit peu au moins de diversification entre quelques secteurs d'activité, voilà, pour limiter cette volatilité du portefeuille. La deuxième classe d'actifs que vous pouvez avoir dans votre portefeuille, ce sont les obligations. Donc là, vous pouvez avoir différents types. Ça peut être des obligations d'entreprise ou des obligations souveraines. Et ensuite, dans chacun des deux cas, vous pouvez avoir des maturités qui sont plus ou moins longues. Donc moi, personnellement, en ce moment, comme il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de l'inflation, c'est vrai que je préfère être sur des maturités plutôt très courtes. Parce que si vous êtes sur des maturités longues, avec derrière une remontée de l'inflation, vous pouvez avoir une baisse très forte de la valeur de vos obligations qui mettent après beaucoup de temps à remonter. Donc c'est pas c'est pas très agréable. Par ailleurs, c'est vrai que notamment en ce moment sur les obligations souveraines américaines en USD, eh bien, il y a plutôt une belle rentabilité. Sur des fonds monétaires tout simples, vous êtes autour de 5% sur de l'USD. Donc c'est quand même assez attractif, je trouve, notamment pour la monnaie mondiale de référence. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plutôt sur ce type de produit, des fonds monétaires, dans des devises qui me paraissent des devises suffisamment fortes pour les mois et les années qui viennent, mais effectivement, je ne suis pas sur l'euro. Pour la dernière catégorie qui sont les instruments de couverture, donc comme je l'ai dit précédemment, personnellement je suis plutôt sur l'or et des actions qui sont liées à l'or. Je sais qu'il y a des instruments de couverture qui sont accessibles à des particuliers un petit peu plus compliqués. On a par exemple, c'est le BX4 qui est un fonds qui permet de parier à la baisse avec un effet de levier sur le CAC 40. Donc ça, c'est des produits qui effectivement sont accessibles aux particuliers, mais qui sont, à mon avis, un peu compliqués à gérer. C'est-à-dire que ça nécessite d'être assez attentif, être devant son écran tous les jours. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que c'est souvent assez difficile de faire de la plus-value sur ces produits-là. Et vraiment, ça nécessite beaucoup d'attention et de temps en termes de gestion. Donc c'est pour ça que je préfère revenir sur des choses simples. Mais au niveau de l'or, il y a différentes possibilités, hein. Il y a pas que l'or physique. Donc j'en parle hein, dans cet article que j'ai fait sur Substack. Je vous mettrai le lien, hein, il apparaîtra
en haut à droite de l'écran si vous voulez en savoir plus. Au final, pour construire votre portefeuille, vous allez devoir choisir une allocation entre ces différentes classes d'actifs, à un certain pourcentage pour chacune de ces parties que j'ai présentées. Donc là, après, ça va être à vous de choisir en fonction de votre perception de la situation macroéconomique, de l'économie et aussi des niveaux de valorisation que vous pouvez obtenir ou des niveaux de rendement que vous pouvez obtenir dans chacune de ces classes d'actifs. Dans une situation où vous avez, disons, une probabilité importante d'avoir une récession dans les mois qui viennent, c'est ce que je pense personnellement pour l'Europe et les États-Unis, eh bien, vous avez quand même intérêt à garder suffisamment d'argent en devises disponibles, en trésorerie court terme, pour pouvoir, eh bien, en cas de baisse forte sur les marchés actions, pour pouvoir rapidement le vendre et réinvestir dans des actions à des prix plus intéressants. Donc ça me paraît être indispensable, mais encore une fois, là, c'est à vous d'évaluer eh bien, l'évolution de la situation macroéconomique et de choisir l'allocation sur cette base. Dans ma newsletter Substack, justement, je fais une proposition de portefeuille modèle que eh bien, je vais mettre à jour ensuite dans les mois qui viennent, en incluant notamment des sociétés que je présente dans cette newsletter. Je fais des analyses très détaillées. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, surtout, abonnez-vous à cette newsletter Substack. Je vais vous mettre le lien, il va apparaître en haut à droite de l'écran. Il sera également en dessous dans la description. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut pour m'aider pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!